Bonjour à tous, nous sommes jeudi, il est 8h30. Vous commencez à le savoir, tous les mardis et tous les jeudis, le CJD France se mobilise pour vous aider, vous qui êtes dirigeants et qui nous écoutez, qui êtes devant votre ordinateur. Donc tous les mardis, tous les jeudis, on se mobilise pour essayer de vous donner de l'information, de vous aider à passer ce cap, cette tempête qui est assez compliquée quand on dirige une entreprise. On en a bien conscience et donc on essaie de vous proposer des sessions d'information pour à la fois vous donner des conseils opérationnels, prendre parfois de la hauteur sur les sujets et donc essayer de vous aider pendant cette période de confinement qui est extrêmement compliquée quand on dirige une entreprise et qu'il faut penser à plein de choses. Ce matin, on va parler d'un sujet très opérationnel qui vous concerne tous et qui vous inquiète sans doute pour un certain nombre d'entre vous. La question, c'est soigner ses relations clients-fournisseurs à l'heure du Covid-19. Comment on fait pour soigner ses relations avec ses clients et ses fournisseurs? On a parfois des problèmes de trésorerie, on peut avoir des fournisseurs qui ont des problèmes de trésorerie, et donc on s'interroge sur la bonne façon de passer ce cap économique dans ce moment compliqué. 4 intervenants ce matin que je vais vous présenter, qui vont se présenter tout de suite. On va faire un petit tour de table, même si la table est plutôt virtuelle que présentielle. On va commencer tout de suite avec Clémentine. Bonjour Clémentine, vous êtes Bonjour. fondatrice et présidente du Lab Pareto. Alors, dites-nous d'abord, où est-ce que vous vous trouvez et qu'est-ce que c'est que le Lab Pareto? Eh bien, je me trouve en banlieue parisienne, chez moi. Je suis en réalité en congé maternité, même pas en télétravail, mais je travaille quand même un petit peu. Je suis JD, je dirige une entreprise et effectivement, à côté de ça, je dirige le Lab Pareto, qui est une communauté qui fédère des directions achats de grands groupes et des dirigeants de PME. Merci Clémentine, on va avoir le temps évidemment de parler du Lab Pareto et de ce que vous y faites. Françoise Audolan, vous êtes responsable du pôle acheteur, charte et label à la médiation des entreprises, qui dépend donc c'est un service qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Alors est-ce que vous êtes à Bercy ou est-ce que vous êtes chez vous, confiné pendant ce moment? Bonjour, alors je suis confinée chez moi en fait. Toute la médiation s'est mise en télétravail du jour au lendemain. Je suis en banlieue parisienne et donc ça faisait 10 ans que je travaille pour la médiation des entreprises et comme quoi la vie nous réserve toujours des surprises. Ça, on peut le dire. Merci Françoise. Sophie Deschlette-Roy, vous êtes avocate associée chez Archibald Avocats. Où est-ce que vous vous trouvez? Et racontez-nous un peu votre spécificité. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'avocat? Quelle est votre spécialité? Bonjour Stéphane. Alors moi, je suis effectivement chez moi. Je suis dans la région lyonnaise. Je suis avocat associé au sein du cabinet Archibald Avocats. C'est un cabinet d'affaires et moi, je suis plus particulièrement spécialisée en droit économique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le droit de la distribution, les négociations commerciales et les relations entre entreprises. Voilà. Et je suis très heureuse d'être là. Bah, écoutez, tant mieux. Et je suis membre également du CJD. Voilà. Membre également du CJD. Merci Sophie. Jean-Christophe Loyer, alors vous allez représenter ceux qu'on voit de temps en temps comme les grands méchants, sur les grands groupes, ceux qui malmènent, qui maltraitent leurs fournisseurs. Vous allez nous expliquer que non, vous ne faites pas ça chez vous. Vous êtes responsable du pôle métier achat à la direction des achats de Covea. Dites-nous, où est-ce que vous vous trouvez actuellement et plus précisément, qu'est-ce que vous faites chez Covea? Bonjour à tous, en effet, donc Jean-Christophe Loyer, je suis chez moi aussi confiné, donc je me trouve dans l'Oise, qui a malheureusement défrayé la chronique au début de la crise sanitaire, puisque c'est là où une partie de la problème a démarré. Donc moi, je travaille chez Covea, je suis responsable du pôle métier achat, donc je m'occupe en fait de tous les achats dans ce qu'on appelle indirect, c'est-à-dire tous les achats qui sont nécessaires pour que l'entreprise fonctionne, à l'opposé avec des achats qui sont nécessaires pour nos clients, pour eux, être remboursés. Parce que Covea, je rappelle, c'est une société d'assurance qui regroupe en fait les marques MAF, MMA et GMF. D'accord, qu'on entend de temps en temps à la radio, il y a de la pub de temps en temps actuellement. Tout à fait. Pour vanter, par la pub, tout à fait. Pour vanter, c'est trop habituel. Je vous rappelle, donc vous êtes sur la page Facebook du CJD, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pourrez regarder en replay ce débat après coup si besoin aussi. Donc dans les commentaires, vous pouvez nous poser des questions, notamment si vous avez quelques questions techniques sur les relations clients-fournisseurs. Si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez le faire, on verra vos questions et donc on pourra les prendre et je pourrai distribuer la parole pour qu'on essaie de vous répondre. On va commencer d'abord par des aspects un peu techniques et puis après on prendra un peu plus de hauteur. Mais donc on va commencer par répondre à quelques aspects un peu juridiques avec Sophie Deschlette-Roy, qui est donc la spécialiste en la matière. Sophie, ma première question, elle est très simple. Est-ce que dans la période qu'on vit actuellement, est-ce que les pouvoirs publics ont fait évoluer la réglementation de telle sorte que le Covid-19 soit
un moment un peu particulier dans ces relations clients et fournisseurs. Alors oui, effectivement, à partir du 16 mars, date à laquelle le confinement a été déclaré, il y a un certain nombre d'ordonnances qui ont été prises par le gouvernement, qui sont des mesures d'exception, qui vont donc être dérogatoires au droit commun, et qui vont s'appliquer pendant une période plus ou moins longue en fonction des ordonnances. Il y en a qui sont, alors je pense que nos auditeurs les connaissent en général parce que selon les spécificités des métiers, elles peuvent s'appliquer à eux. Par exemple, il y a celle concernant le tourisme qui a été prise le 25 mars, qui prévoit une période du 1er mars au 15 septembre, période qui est considérée comme dérogatoire, pendant laquelle il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui sont différentes du droit commun. Il y en a également concernant les marchés publics, des aménagements sur les appels d'offres, et puis également sur des délais de règlement. Mais je crois qu'effectivement, la médiatrice en parlera plus particulièrement peut-être concernant les délais de règlement, avec des acomptes possibles en matière d'appels d'offres publics. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures, et la première chose à faire effectivement quand on est face à une difficulté, c'est de regarder s'il n'y a pas une ordonnance qui a été prise dans sa particularité et dans sa spécificité. En matière de droit commercial, si je suis dans le droit privé, est-ce qu'il existe des choses, ou est-ce que dans mes relations clients-fournisseurs hors de l'État hors de l'État et du secteur public, est-ce qu'il y a des choses particulières, ou est-ce qu'on est sur la réglementation qui s'appliquait avant et qui s'appliquera après? Alors, il y a des choses qui ont été prises. Par exemple, il y a une ordonnance qui a été prise qui interrompt un certain nombre de délais, notamment tout ce qui concerne la résolution des contrats ou les astreintes ou les pénalités de retard pendant la période d'état d'urgence est considéré comme gelé, enfin, schématiquement un petit peu comme gelé pendant la période. Donc ça, c'est une mesure qui a été prise spécifiquement. Sinon, on est contraint de regarder ce qui se passe dans le droit commun, et dans le code civil notamment, et dans le code de commerce. Est-ce que c'est une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs? Est-ce que le Covid-19, est-ce que c'est un cas de force majeure? Parce qu'il y a un certain nombre de contrats. Le mot force majeure, parfois il est écrit en petit quelque part. Est-ce que le Covid-19, est-ce qu'on est dans un cas de force majeure, ou est-ce qu'on oublie cette notion de force majeure avec le Covid-19? Alors, c'est le grand sujet, hein, le cas de force majeure. Il se trouve que le gouvernement a déclaré que pour ce qui concernait les marchés publics, on devait considérer que c'était il considérait que c'était un cas de force majeure. S'agissant des contrats privés, en revanche, ce n'est pas du tout acté. Et en tout état de cause, ce sont les tribunaux qui décident si c'est un cas de force majeure. Et pour ça, il faut remplir un certain nombre de conditions. Alors là, je vais faire un tout petit peu de technique. C'est un article du Code civil qui s'appelle l'article 1218 du Code civil, qui prévoit 3 conditions cumulatives. Il faut que, quand on regarde le contrat, qu'il y ait un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne peut pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées qui empêchent l'exécution du contrat. En résumé, quand je suis face à cette situation aujourd'hui de pandémie, on peut considérer qu'effectivement, elle n'échappe au contrôle du débiteur, c'est-à-dire que moi, je suis absolument pour rien dans cette pandémie, donc ça échappe à mon contrôle. Est-ce que ça peut être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat? C'est là le point le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il faut regarder si au moment de la conclusion du contrat, je savais ou pas qu'il y avait une pandémie, qu'il y avait un risque que je ne pouvais pas exécuter mon contrat. En résumé, on pourrait considérer par exemple que le 30 janvier 2020 est la date à laquelle on a pris conscience qu'il s'agissait d'une épidémie de mesures internationales, parce que c'est la date à laquelle l'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une épidémie mondiale. À partir de cette date-là, les contrats qui ont été conclus avant, on peut considérer qu'effectivement, on n'avait pas connaissance, on ne pouvait pas prévoir qu'il se passerait cette pandémie. Pour les contrats postérieurs, ça peut être compliqué. Et le troisième cas, c'est dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. C'est est-ce que je suis dans l'impossibilité totale d'exécuter le contrat, ou est-ce que je peux trouver des solutions alternatives? Donc, ce qui signifie que par le passé, les tribunaux n'ont pas forcément reconnu de façon très facile que les épidémies étaient des mesures des cas de force majeure. Par exemple, la mesure H1N1 n'était pas un cas de force majeure. Donc, il faut vraiment regarder
concrètement dans son contrat si on est dans ce cas-là. C'est vraiment du cas par cas. Et à partir du moment où on pourra effectivement… Alors, je vais donner un exemple concret. Le cas dont on parle beaucoup des congrès et des événements, des salons professionnels, des choses comme ça. Je suis en mars ou en juillet 2019, je conclus un contrat dans lequel je m'engage pour faire un salon professionnel en avril 2020. C'était extérieur à moi, je ne pouvais pas prévoir qu'il y aurait cette pandémie et je ne peux pas l'exécuter puisque les pouvoirs publics, par définition, ont décidé que les salons ne pouvaient pas se tenir. Dans ce cas-là, effectivement, je peux considérer que c'est un cas de force majeure. En quoi est-ce que le fait que ce soit un cas de force majeure, qu'est-ce que ça changerait si on reste sur cet exemple-là? Oui, donc on considère, oui, cas de force majeure, ça m'exonère de quoi? Ça me permet de faire quoi vis-à-vis de mes clients et de mes fournisseurs? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de regarder son contrat. Parce que dans la plupart des cas, il y a un contrat qui a été conclu et la clause qu'on ne regarde jamais quand on signe le contrat, c'est la clause de force majeure. Là, on va la regarder. Et ce qui va nous apprendre à la regarder plus tard quand on conclura des contrats. Donc, on va regarder comment elle a été rédigée et surtout, on va regarder quelles sont les mesures à prendre. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier réflexe à avoir, c'est comment est-ce que je dois informer mon partenaire, quels sont est-ce que je dois lui écrire, est-ce que je dois prendre contact, comment je dois prendre contact avec lui et quelles sont les mesures qui sont prévues au contrat. Est-ce que c'est une suspension? Dans ces cas-là, est-ce qu'on essaye de décaler l'événement ou alors est-ce que c'est une résolution du contrat et dans ces cas-là, le contrat est anéanti et il y a normalement une restitution de ce qui a pu être versé, sauf s'il y a des prestations qui ont été réalisées. Donc, dans ce cadre-là, quand on est face à une situation comme ça d'impossibilité totale, il faut vraiment revenir au contrat et surtout prendre contact avec son partenaire, négocier, parce qu'on est dans une situation qui est, je pense qu'on va tous en parler aujourd'hui, qui est une situation qui est telle, qui n'était pas prévisible, qu'il faut vraiment privilégier la négociation et la médiation. Et puis, il y a des cas dans lesquels, juste pour terminer là-dessus, je peux exécuter le contrat quand même. Je peux m'approvisionner, par exemple, mais de façon différente, et ça va me coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Dans ces cas-là, il y a une théorie qui existe, c'est qu'il y a l'imprévision, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec son partenaire pour lui proposer de lui fournir le produit, mais peut-être avec une augmentation tarifaire, pourquoi pas. Sur la question des délais de paiement, Sophie, est-ce que je peux dire, bah, écoutez, compte tenu de mes problèmes de trésorerie, par exemple, tout a été coupé, j'ai des difficultés financières, je vous devais telle somme, mais je suis désolé, je vais retarder le paiement. Est-ce qu'en droit, je peux le faire ou est-ce que le texte va plutôt me l'interdire? Alors, aujourd'hui, très clairement, il n'y a aucun texte qui a été pris par le gouvernement depuis la pandémie qui permet de ne pas payer ses factures. Au contraire, on est vraiment sur un principe qui est très important, c'est que c'est la solidarité économique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les factures qui sont dues et qui sont échues ne sont pas payées, c'est tout le système économique qui va être bloqué. Et on ne pourra pas, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est vraiment très important. C'est la raison pour laquelle aussi le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures avec, le PGE, avec des possibilités de BPI qui peuvent payer un certain nombre de factures fournisseurs pour que les factures soient payées. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Et il y a aujourd'hui même, et je pense que la médiatrice en parlera, il y a une cellule de crise qui a été mise en place pour que les cas soient remontés, les cas les plus graves, dans lesquels des entreprises, et notamment des grands comptes, qui auraient déclaré qu'ils ne paieraient pas leurs fournisseurs compte tenu de la pandémie pour préserver leur trésorerie, soient contactés pour que justement il y ait un appel qui soit fait au règlement. Et je donne un certain nombre d'exemples, et je pense que Jean-Christophe en parlera pour ce qui concerne Covéa, mais par exemple la métropole de Lyon a immédiatement débloqué des fonds pour régler les factures le plus rapidement possible et même en avance, des factures qui n'étaient même pas encore échues. Donc ça, c'est un vrai point important, c'est les factures échues doivent continuer à être payées et c'est même un point un petit peu fondamental pour continuer à fonctionner. Merci Sophie. Je voudrais faire réagir tout de suite Jean-Christophe Loyer. Chez Covéa, est-ce que ce cas de force majeure, est-ce qu'on s'est posé cette question du cas de force majeure? Est-ce qu'on a regardé les contrats? Est-ce que c'était bien écrit? Ou est-ce que vous êtes retrouvé dans cette situation de vous dire
force majeure, je ne suis pas très sûr. Comment on fait? Est-ce qu'on appelle nos fournisseurs? Comment on règle cette question? Alors nous, la démarche qu'on a entreprise sur Covea, en effet, la première chose, ça a été vis-à-vis de l'ensemble de nos clients internes, de nos directions métiers, de recenser et d'identifier tous les contrats et les prestations pour lesquelles il y aurait potentiellement un problème. Puisque l'activité ne s'est pas arrêtée complètement. Nous continuons à travailler. À chaque fois que le télétravail est possible, en tant que société de service, c'est possible à mettre en place. Nous le faisons et donc nous continuons à travailler et nos fournisseurs continuent à travailler. Maintenant, il y a des cas où ça ne s'avère pas possible. Donc, on a identifié l'ensemble de ces besoins et ensuite, ce que l'on a fait, on les a classés. On a regardé si en fait, ça serait plutôt du côté fournisseur où il pourrait y avoir une défaillance, c'est-à-dire qu'il ne serait pas en mesure de nous rendre la prestation. Et donc, à ce moment-là, il y aura un cas à traiter. Et de l'autre côté, des cas où Covea pouvait se situer dans cette zone entre guillemets de défaillance ou par la baisse d'activité que l'on a, qui nous touche comme touche l'ensemble des acteurs économiques, nous ne serions plus en mesure de pouvoir alimenter aussi nos fournisseurs ou avoir besoin de nous approvisionner. Une fois qu'on a fait ça, on a donc bien entendu avec nos directions juridiques et conformément, enfin, de la même façon que vient de l'expliquer sur la partie juridique, nous avons, je dirais, classé les choses et le constat, c'est que maintenant, de toute façon, au-delà d'aller voir ce qu'il y a dans le contrat et d'appliquer strictement ce qui est écrit et comment la clause de force majeure est écrite et peut s'appliquer ou pas, c'est d'abord de dialoguer et de discuter avec nos fournisseurs pour que chacune des parties explique la problématique qu'il a et comment trouver une solution. Et c'est vraiment la démarche qui nous anime aujourd'hui, c'est de trouver une solution avec nos fournisseurs. Et la volonté de l'avoir fait globalement, c'est pour qu'on ait une réponse homogène au sein de Covea, dans quels que soient les cas, d'avoir cette approche et ce niveau de dialogue. Je dirais retourner dans le contrat, on y viendra malheureusement s'il faut y arriver plus tard. Françoise Audolan, à la médiation des entreprises, l'idée c'est quoi? On fait appel à vous un peu en dernier ressort, enfin, vous êtes plutôt satisfait quand on fait appel à vous, ou l'idée c'est surtout d'abord de négocier, de dialoguer et de voir la médiation comme un recours un peu juste avant le contentieux, mais un recours à éviter quand on peut d'abord dialoguer entre clients et fournisseurs? Alors, vous savez, nous, on est nés suite à la crise de 2008-2009. Donc, même si là, c'est puissance 10, alors c'est vraiment puissance 10, puisque le nombre de sollicitations a été multiplié par 10. Donc, on nous contacte depuis quelques semaines 10 fois plus. Ça fait 600 sollicitations par semaine. On n'a jamais revendiqué d'avoir l'hégémonie et d'être les seuls à être contactés. Donc, bien sûr, si un dialogue direct peut avoir lieu, on le favorise, on en est très content. On a même proposé que dans toutes les entreprises signataires de la charte pour des relations fournisseurs responsables, ils mettent en place des médiateurs internes. Donc, c'est vous dire voilà, qu'on préfère que les choses se règlent tout de suite. Mais il faut avouer qu'on rend un grand service et qu'on a une équipe de médiateurs à la fois sur le terrain, dans les régions et aussi au niveau national qui se mobilise au service des entreprises. Les services de médiation qu'on fait sont d'ailleurs gratuits et ceux qui ont recours à nos services depuis 10 ans nous ont renvoyé à chaque fois comme image. Il y a un très grand taux de succès, puisque 75% en fait des saisines en médiation se concluent par un accord entre les parties. Donc, le médiateur accompagne en fait ce processus. On les a formés, ils s'entraident entre eux si c'est nécessaire dans des cas un peu complexes. Aujourd'hui, on fait toutes les médiations au téléphone, mais on s'est mobilisé, on a renforcé l'équipe, donc on sait répondre présent à toutes les sollicitations. Si les choses ne doivent pas passer par nous, on s'est renvoyé en fait vers les services compétents. Donc, nous, ce que vraiment on promeut, c'est le dialogue. Donc, bien sûr, si ça peut être un dialogue direct entre les parties, c'est sûrement ce qui est le plus rapide et le plus efficace. Parfois, il est nécessaire d'utiliser les services d'un médiateur si les choses se sont un peu tendues, si c'est complexe. Voilà,
le médiateur va jouer ce rôle de pacificateur pour reformuler les choses, rassurer les parties, rééquilibrer la relation. Donc, on a une valeur ajoutée, c'est confidentiel, voilà, c'est rapide, c'est efficace. Donc, tous les moyens sont bons pour restaurer le dialogue. Notre avocate, là, tout à l'heure, parlait du comité de crise. C'est aussi quelque chose qui a été mis en place avec notre participation importante, puisqu'on co-préside ce comité de crise avec le médiateur du crédit. Donc, toute l'expérience qu'on a accumulée depuis 10 ans dans la relation avec les grands comptes légitime aujourd'hui, voilà, quand le médiateur des entreprises prend son téléphone et appelle un PDG d'une grande société du CAC 40 en lui disant manifestement, il nous est remonté que vos services ne payent plus les factures brutalement. Là, vous êtes soit désorganisé à cause du Covid, soit même, il semblerait que ce soit intentionnel, et il faut cesser cette mauvaise pratique. C'est vraiment dramatique pour l'économie, et vous tirez en plus une balle dans le pied, parce que les fournisseurs que vous maltraitez aujourd'hui, vous pourrez difficilement croire qu'ils vont se mobiliser pour vous au moment de la reprise. Donc, c'est vraiment du perdant-perdant. Merci beaucoup, Françoise. Clémentine Barâtre, vous êtes à la fois donc présidente du Lab Pareto, mais aussi dirigeante d'une petite entreprise. Dites-nous d'abord, vous, alors ok, vous êtes en congé maternité, mais l'entreprise, elle existe. Pendant cette période Covid-19, comment se sont comportés les grands comptes vis-à-vis de vous? Est-ce que les relations ont été bonnes? Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Oui, alors c'est effectivement assez intéressant à observer. Donc moi, je dirige un organisme qui accompagne les transformations des grands groupes par l'intervention donc d'artistes. Il y a vraiment deux écoles en fait. Dans mes clients, j'ai deux typologies de clients. J'ai des clients qui font partie de cette communauté d'achat responsable, puisque naturellement, je gravite autour de cette population-là, de ce réseau-là. Donc, j'ai de nombreux clients qui sont signataires de la charte, qui ont le label Relations fournisseurs responsables. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas dans ces réseaux-là. Moi, c'est ce que je peux observer, et ça a été assez clair en fait. C'est-à-dire que j'ai des clients que j'ai de suite appelés dès que j'ai compris que nos factures pouvaient ne pas être payées, et j'ai eu des réponses quasi immédiates et des solutions trouvées où j'ai pu refacturer des acomptes en avance même. C'est-à-dire que j'ai eu des paiements en avance, des prestations non réalisées qu'on réalisera dès qu'on pourra reprendre nos actions de formation. Et puis, j'ai eu des clients qui se sont retranchés effectivement derrière les contrats et puis qui, d'un seul coup, ne captaient plus. J'ai envie de dire, je n'arrivais plus à communiquer avec eux. Voilà. Mais la grande partie de mes clients ont été très clairement dans une belle solidarité économique. Et comment vous faites avec ceux qui, justement, ne sont pas dans cette solidarité et coupent tout et ne répondent quasiment plus, ne décrochent plus leur téléphone quand vous cherchez à vous faire payer? Comment je fais? Eh bien, disons que je prône le fait que c'est assez agréable de faire du commerce de façon engagée. Je pense que le fait d'avoir développé le Lab Pareto et ce que je peux faire au CJD m'y a beaucoup aidé. Ça m'a appris à être engagée dans ma manière de faire du commerce. Donc, du coup, simplement, je leur rappelle le fait que juridiquement, ils ont peut-être raison. D'un point de vue contractuel, mais que d'un point de vue éthique, alors bien sûr, j'essaie de tourner les choses correctement, d'un point de vue éthique, c'est pas top. Donc, par exemple, ce que j'ai fait auprès d'un grand compte que je ne citerai pas, qui ne m'a plus donné de nouvelles, eh bien, je lui ai envoyé un reportage du médiateur, Pierre Pelouzet, qui appelait à payer surtout les prestations de conseil, puisque pour nous, moi, au-delà du congé maternité, j'ai de toute façon 0 € de chiffre d'affaires depuis cette crise, puisque je travaille principalement sur du présentiel. Donc voilà, simplement, j'essaie de tirer la corde du côté de la morale, de l'éthique, de la solidarité économique. Merci, Clémentine. Jean-Christophe Loyer, vous qui êtes un grand compte,
Quand un fournisseur rencontre des difficultés, qu'est-ce que vous lui conseillez? Pardon, quand je cherche à me faire payer par un de mes clients, qui pourrait être couvert, mais qui pourrait être un autre grand compte, qu'est-ce que vous conseillez à cette petite entreprise qui rencontre des difficultés? Est-ce qu'elle doit se taire? Est-ce qu'elle doit appeler? Est-ce qu'elle doit anticiper? Est-ce qu'elle doit être proactive en la matière? Alors, clairement, elle doit être proactive, elle doit anticiper, elle doit contacter ses interlocuteurs. Bon, comme l'expliquait à l'instant Clémentine, il faut aller au contact, il faut aller au dialogue pour faire part des difficultés, comprendre la situation en face, hein, même si on est grand compte, je vous dis, on a aussi des difficultés, et surtout identifier si c'est une difficulté réelle ou si c'est plutôt une posture qui peut être prise à un moment donné. Et sachant que cette posture, hein, dans un grand groupe, il y a énormément de monde, énormément de structures et je dirais, beaucoup peut-être parfois de sous-objectifs où chacun veut montrer ce qu'il est capable de faire et il peut arriver que dans certains cas, hein, dans un grand groupe, il y ait des endroits où il y a une posture, de rétention, ou par rapport aux factures, de vouloir maîtriser à son niveau, les flux de trésorerie et qui ne soit pas forcément une volonté de l'entreprise d'un point de vue général ou de aller chercher les moyens qui peuvent potentiellement être ailleurs. Donc le conseil, c'est donc en effet d'aller voir votre interlocuteur et de ne pas hésiter autant que possible de remonter dans la chaîne hiérarchique, voire au plus haut de la pyramide de l'entreprise pour s'expliquer la difficulté auquel vous êtes en train de faire face et finalement identifier si c'est une vraie volonté, les vraies raisons, ou si c'est quelque chose qui peut être contourné plus facilement. Et tout ça, je dirais, dans une optique de garder la en diffusant tout de suite dans les médias ou autres cette situation, peut-être qu'elle peut être trouver une solution par un simple échange. Après, bien entendu, et la médiation est là quand les choses sont bloquées et quand manifestement ce n'est pas quelque chose d'acceptable ou de moral, comme le disait Clémentine, à ce moment-là, il faut agir avec la médiation. Merci Jean-Christophe. Sophie, vous qui êtes avocate, euh, qu'est-ce que vous conseillez? On pourrait se dire que l'avocate, elle est là pour faire du contentieux, elle est là pour aller Non. devant le juge. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Est-ce qu'il faut d'abord regarder les aspects juridiques, quand même regarder ce qu'on a dans ces contrats, parce qu'il faut s'appuyer sur des choses un peu solides pour savoir quels sont nos droits. Et après, comment je gère ça? Est-ce que l'avocat peut lui-même être une sorte de médiateur? Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Ou est-ce que l'avocat doit complètement s'effacer et on doit être dans un dialogue direct entre entrepreneurs et grands comptes? Alors, la première chose que je dirais, Stéphane, c'est que l'avocat n'est pas là pour faire du contentieux. Je pense qu'il faut un peu battre en brèche cette croyance. On est là pour faciliter, au contraire, notamment quand on fait du droit économique et des contrats. On est vraiment là pour, à la base, rédiger des contrats, pour cadrer les choses au départ. Et puis, quand il y a un problème qui survient, essayer de le résoudre avec notre client. Le premier réflexe, c'est effectivement d'identifier le problème, voir quelles sont les stipulations du contrat et conseiller le client. Souvent, le client, on lui donnera une interprétation, on le conseillera sur l'approche à avoir et c'est lui qui prendra contact avec son client. Il faut favoriser ces échanges qui sont directs, qui ne sont pas forcément par intermédiaire. Et puis, il y a des cas dans lesquels ça se résoudra tout seul et des cas dans lesquels il faudra qu'on intervienne. Et dans ce cas-là, on peut intervenir. Et évidemment, la médiation est la meilleure des solutions. Et trouver une solution amiable est évidemment la meilleure des solutions. On a une raison très pratique aujourd'hui, c'est que, j'en ai pas parlé en début de réunion, mais il y a une ordonnance qui a été prise qui pratiquement bloque les tribunaux aujourd'hui, sauf les cas d'extrême urgence. C'est-à-dire que les tribunaux sont pratiquement à l'arrêt. Donc aujourd'hui, aller faire une assignation en référé,
déjà, on ne pourra pas la signifier, on ne pourra pratiquement pas avoir de date d'audience. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça milite vraiment pour essayer de trouver une solution négociée. Et c'est toujours ce qu'on privilégie, même hors cas de pandémie, hors Covid, etc. Pourquoi ? Parce qu'une solution trouvée avec un partenaire, c'est une solution qui peut continuer. Alors que quand on est dans un contentieux, c'est souvent l'échec d'une négociation. Donc, il faut vraiment privilégier ça. Et c'est vrai que la médiation des entreprises est une vraie possibilité. Mais nous, au quotidien, on échange. Alors, on échange avec le client, on échange avec des confrères et on pourrait essayer de trouver des solutions. C'est vraiment la meilleure approche à avoir. Merci Sophie Deschet-Troy. Françoise Audolan, vous dites la médiation, très souvent, on réussit, on trouve une solution. Moi, je me dis que si j'étais dirigeant, la médiation, j'aurais peur de, certes, peut-être trouver une solution à mon problème à l'instant T, mais que ça casse la relation derrière avec le grand compte, parce qu'en allant à la médiation, j'ai commencé à faire une démarche qui est un tout petit peu moins amiable que de faire du gré à gré. Est-ce que après la médiation, est-ce que la plupart du temps, la relation client-fournisseur continue, ou est-ce qu'il y a un risque que certes, on obtienne une solution dans cette médiation, mais qu'on casse la relation pour la suite? Alors, en fait, la médiation, c'est donc un mode alternatif de règlement des conflits. Contrairement à la justice, ça ne va pas faire jurisprudence, ça ne va pas être publié, c'est confidentiel. Donc, c'est comme ça qu'on protège finalement la réputation, hein, donc en termes d'image, et puis ça ne fait pas jurisprudence. Donc, un fournisseur qui va avoir réglé son problème avec un client, ben, finalement, d'autres entreprises ne seront pas au courant de cet accord-là, donc ça protège sur le plan public les décisions qui sont prises. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans un mode pacifique. Alors, il y a la peur des représailles. Votre question, je l'entends depuis toujours et je sais qu'elle est dans les têtes de tout le monde et qu'on doit rassurer, donc c'est bien de le dire. En 10 ans, il y a eu très peu, et je crois que je peux les compter sur les doigts d'une main, et encore, c'est même pas sûr, de cas de représailles après une médiation. Donc, il y a la peur, mais je crois qu'un dirigeant a plutôt intérêt, et je voyais la manière dont Clémentine s'exprimait, à se faire respecter. Donc, je ne crois pas que ce soit en abandonnant ses droits. Il faut quand même voir que la base du commerce, c'est l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre, c'est l'acheteur, s'oblige à la payer. Donc, quand même, le règlement de la facture, c'est quand même la base du commerce et c'est la seule obligation qui incombe à l'acheteur. Donc, je crois qu'il faut se faire respecter. Alors, je vais vous livrer une astuce. Ça marche très bien. C'est de dire « je vais saisir la médiation ». Donc, vous voyez, vous avez fait le dialogue avec votre client, vous le prévenez. Vous n'êtes donc pas dans une volonté de revanche publique, hein, pour lui faire perdre la face. Vous voulez régler votre problème en direct avec lui, mais vous lui faites savoir qu'il y a un paratonnerre, qu'il y a la médiation des entreprises, que vous êtes très bien informé, qu'elle peut défendre vos droits et que si c'est nécessaire, on y fera appel. Alors, je ne vous cache pas que certains médiateurs, une fois qu'ils prennent le téléphone, vont dire je suis de Bercy. Et donc, bon, derrière, certains vont s'inquiéter de dire oh là là, j'ai pas envie que Bercy vienne se mêler de mes affaires, est-ce qu'il va pas y avoir un contrôle après, etc. Donc, c'est à la fois un paratonnerre, une sorte d'épouvantail, de menace, je vais saisir le médiateur. Mais combien de fois en 10 ans, j'ai entendu des chefs d'entreprise venir me dire ah ben c'est curieux, alors cette facture qui était en souffrance, mais depuis des mois, en 2 heures de temps, on m'a rappelé en disant ah ben ça y est, elle va être payée. Voilà. Donc petite astuce du jour. Merci Françoise pour cette petite astuce. Je suis sûr qu'elle va intéresser un certain nombre de gens qui nous écoutent. Clémentine Parâtre, quand on est un peu le petit pousset, on est le fournisseur, la TPE face à un grand compte, comment on peut faire pour faire comprendre à ce grand compte qu'il a intérêt à avoir des relations, pas dans le rapport de force, pas je fais le bras de fer, mais j'essaie d'avoir une relation plus partenariale, plus intelligente avec la TPE qui me fournit. Qu'est-ce que je peux faire avoir comme argument pour intéresser un grand compte
à ma situation, alors même que c'est lui qui a les gros muscles et que nous, on n'a que des petits muscles? Je pense que l'argument est celui du long terme, en fait. C'est-à-dire qu'à court terme, oui, le grand groupe va gagner. Euh, et encore, à long terme, si on continue dans cette logique de rapport de force, le territoire, il va plus avoir beaucoup de force, justement. Donc, c'est ce qu'on favorise donc au Lab Pareto. C'est peut-être le moment que j'explique un petit peu ce qu'on y fait. Le Lab Pareto, c'est depuis 2015, justement, avant de créer le Lab Pareto, on a mené au CJD une grande action pour ouvrir aux PME la possibilité de signer la charte relations fournisseurs responsables, puisque nous, en tant que TPE-PME, on a aussi des fournisseurs. Et donc, il y a 1000 d'entre nous, 1000 JD qui ont signé cette fameuse charte. Et tout ça nous a permis de construire un réseau solide avec Françoise Audolan, Pierre Pelouzet, qui nous ont énormément soutenus à la création du Lab Pareto. Et on a créé une communauté soudée, très équilibrée, avec des directions achats de grands groupes et des dirigeants de TPE-PME. Alors, au démarrage, c'était assez rigolo d'observer en fait comment les relations se sont tissées. Au démarrage, en 2015, cette communauté, on pouvait très clairement distinguer les grands groupes et les TPE-PME dans les postures, en fait. Il y avait une vraie différence de stature, de manière de relationner. Et puis, au fil des mois, des années, à force de se retrouver, donc tous les 3 mois, dans un travail en intelligence collective, eh bien, on a vu petit à petit que finalement tout le monde se tutoyait, que les relations pouvaient s'opérer de manière hyper fluide et dans l'équilibre. Et donc, en fait, notre mission, ça a été de chercher à construire de façon collégiale et équilibrée des solutions créatrice d'emplois sur les territoires. Donc, on a créé le parcours Pareto qui vise à regrouper des acheteurs d'une famille d'achats spécifique dans un grand groupe avec des dirigeants de TPE-PME, donc principalement des JD, pour qu'ils puissent vivre un petit bout de chemin ensemble et qu'ils apprennent à se connaître. Donc, en fait, on est devenu une sorte d'organisme de formation à travailler avec l'autre. Parce que je pense que ça s'apprend. Françoise, elle disait tout à l'heure, elle parlait de se faire respecter. Je pense que du côté du dirigeant de TPE-PME, il y a énormément de dirigeants de TPE-PME qui n'osent pas travailler avec les grands groupes alors que leur entreprise a une très grande valeur à proposer aux grands groupes ou qui en sont complètement dégoûtés parce qu'ils ont été traumatisés et ça peut s'entendre parce qu'il y a aussi des histoires très moches entre grands groupes et PME. Donc, c'est vraiment le sujet de la légitimité du côté de la TPE-PME. Et puis, du côté du grand groupe, eh bien, c'est de comprendre en fait comment ça se passe dans une TPE-PME. Je me souviendrai toujours d'un directeur achat d'un très grand groupe qui nous faisait le débrief de son vie ma vie et qui nous expliquait qu'il allait une journée dans les Vosges chez un JD d'une entreprise dans le bâtiment et que la journée allait de réunion en coup de fil, en mail pour le dirigeant de la TPE et puis que d'un seul coup, il a fallu partir dans un engin de chantier, sur un chantier justement et que le directeur achat, avec sa cravate, il a dû aller sur un chantier. Et en fait, les acheteurs comprennent le rythme, le rythme qui n'est pas du tout le même dans une TPE que dans le grand groupe. Donc, entre autres, en fait, ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne l'autre partie. Merci beaucoup Clémentine. Alors, vous l'avez vu à l'écran, mais je vous le rappelle, l'adresse mail du Lab Pareto, si vous voulez le contacter, welcome@labpareto.com, c'est assez facile donc de le joindre. Merci Clémentine pour ces explications. Jean-Christophe Loyer, quand on est un grand compte, pourquoi est-ce qu'on a intérêt, alors qu'on a le rapport de force qui nous est favorable, on a une puissance d'achat, on fait peur, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à pas trop jouer de ce rapport de force et à considérer que le petit poussé en face de soi, on a intérêt à le ménager dans la relation? Parce que même si on est grand et fort, comme vous le dites, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, hein, pour pas paraphraser quelque chose. Et en fait, les petites entreprises, les PME, etc., sont pour nous, grands groupes, des sources potentiellement d'innovation, de réactivité, nous permettent de rendre l'agilité que parfois nous n'avons
pas ou difficiles à mettre en œuvre. Et c'est là où on les trouve. Donc, elles sont un besoin, elles sont nécessaires. Donc, dans une relation, il faut toujours un équilibre. Et si finalement on considère que ce petit-là, on peut le prendre, le jeter et puis passer à un autre, on ne construit pas quelque chose sur le long terme. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, à un moment donné, il n'y a plus de petit et on est coincé. On est coincé. Donc ça, c'est le cas général. Après, si je parle de Covea, alors déjà, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en effet, Covea fait partie aussi du Lab Pareto. Donc, tout ce que vient de dire Clémentine, on l'a vécu. Et justement, cette confrontation entre un grand groupe et une petite PME ensemble pour faire tomber les barrières et pour se comprendre, eh ben, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui, dans une situation de crise, de trouver des solutions plus facilement parce que on connaît les problématiques de part et d'autre. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile aujourd'hui. Et puis, si je reviens sur Covea, ben, de toute façon, comme je disais, on a besoin d'un plus petit que soi. Nous sommes aussi tous clients-fournisseurs. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, beaucoup de nos clients sont aussi des PME et des PPE, etc. Donc, ça serait vraiment absurde d'un côté de les laisser mourir ou d'abuser de notre position, alors qu'elles sont nos clients, donc elles nous font vivre. Et donc, on pourrait aussi mourir si on les laisse mourir. Merci Jean-Christophe Loyer. Sophie Delchette-Roy, si je Deschelette-Roy, pardon, si je signe une charte d'engagement d'achat responsable en étant un client et un fournisseur responsable, est-ce que cette charte, elle a une valeur morale ou est-ce qu'elle a aussi une valeur juridique? Est-ce qu'elle m'engage à partir du moment où je la signe? Tout dépend de ce qu'il y aura mentionné dans la charte, mais la premier rapport de la charte client-fournisseur du Lab Pareto, effectivement, c'est un engagement moral, mais quelque part, l'engagement moral, il est parfois aussi fort qu'un contrat, c'est quelque part parfois aussi un engagement moral d'exécuter correctement ces prestations. Quand on dit qu'on doit les réaliser dans les règles de l'art ou qu'on doit faire son possible pour réaliser des prestations conformément à ce que nous a demandé notre client, c'est bien un engagement moral. Il y a le juridique derrière. Mais, donc, je dirais que c'est un peu des deux. Et le succès du Lab Pareto, c'est la force aussi de la signature qu'on met dans cette charte qui nous engage et quelque part qui donne des résultats qui sont clairement très, très tangibles. Et donc, je dirais que c'est un peu des deux. Merci beaucoup, Sophie. Françoise Audin, vous vouliez réagir. Et d'ailleurs, j'aimerais que sur cet aspect charte label, si on veut signer, si on veut s'engager, on le fait où? Alors, je vois une adresse médiateur-d-entreprise.fr. Il y a visiblement lieu. Alors, ça, c'est pour saisir le médiateur des entreprises. Si je veux signer une charte, un label, comment je m'y prends pour rentrer dans la grande famille des acheteurs responsables? Alors effectivement, donc vous avez tout sur le site du médiateur, donc à la fois pour le solliciter, écrire, poser votre question ou le saisir, donc là lui demander vraiment d'intervenir pour vous aider à régler un différend, ou atterrir sur mon pôle d'activité, charte et label, et donc il y aura une fiche de renseignements. Tout a été dématérialisé l'année dernière. Donc, clairement, pour compléter les propos de l'avocate, il faut que ce soit le dirigeant de l'entreprise qui prenne l'engagement d'adhérer à la charte. Donc, du coup, la question, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est juridique, etc. Alors, on est dans le domaine de la soft law, du droit mou. Nous publions chaque fin de mois la mise à jour de la liste des signataires. Donc, elle est quand même publiée sur un site qui dépend du gouvernement. Donc, c'est un engagement officiel, pour le coup, pris par le dirigeant de l'entreprise. Et il arrive, quand c'est nécessaire, quand la situation fait qu'il y a une médiation, que nos médiateurs rappellent le dirigeant et lui rappellent un engagement qu'il a pris, ou que son prédécesseur avait pris, puisque ça arrive aussi avec une antériorité d'existence de la charte depuis 10 ans. Donc, ça permet quand même de dire, voilà, publiquement, vous vous étiez engagé
dans une certaine éthique des affaires et des relations clients-fournisseurs. Vous deviez, article numéro 1, veiller à l'équité financière, gérer de manière proactive les litiges, payer à l'heure vos factures. Donc, vous ne pouvez pas ignorer cet engagement-là, c'est le numéro 1. Donc, même si par hasard, vous n'aviez pas lu les 4 pages, voilà, vous ne pouviez pas y couper. C'est encore aujourd'hui, je regardais nos chiffres, 60% des sollicitations là qu'on a en ce moment pendant la crise sont sur les impayés. J'en profite pour vous situer les 2 autres grands problèmes qu'on rencontre en ce moment. 20% c'est sur les ruptures de contrat et 20% sur les baux commerciaux. On n'en a pas parlé, mais vous voyez, les choses sont très concrètes sur voilà, j'ai la crise, j'ai dû fermer, j'ai 0 recette, est-ce que je dois payer mon loyer? Enfin, bon, c'est des charges voilà, qui posent des problèmes très, très concrets. Donc, la charte, c'est en 4 pages un quart, on peut la lire facilement. Ça coûte 0 € de la signer, ça coûte 0 € avant, pendant, après. On l'a signée, je dirais, pour la vie. Alors, sauf si on vient me signaler qu'on veut quitter la liste publique des gens vertueux, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais ça serait possible. Mais sinon, voilà, ça ne coûte rien. Et puis après, nous, on accompagne en fait cette communauté des signataires de la charte. C'est toute l'activité de mon pôle depuis que je suis à la médiation, pour partager les retours d'expérience, pour élaborer les recommandations, les bonnes pratiques et accompagner les entreprises vers le label. Donc le label, à ce moment-là, c'est pas adhérer à des principes, c'est avoir fait la preuve dans ces pratiques d'un certain niveau de maturité qui nous paraît assez convaincant pour qu'on puisse attribuer le label. Et même ça s'accompagne d'un plan de progrès. Donc en fait, c'est ça qu'on stimule, c'est un plan de transformation des pratiques, à la fois individuelles, collectives, de l'écosystème, dans des filières, même parfois, pour améliorer les pratiques et aller vers plus d'équilibre. Merci. Dans la médiation, je voulais juste dire, tout à l'heure, là, on s'inquiétait de dire est-ce que c'est agressif ou pas une médiation. En réalité, nos médiateurs, quand ils sont dans l'action, ils veillent justement à ne pas être l'avocat du petit. En fait, souvent, ce qu'on découvre dans la médiation, c'est que c'est pas tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre, mais que tout ça est un peu gris, tout le monde était un peu imparfait. Et souvent, le grand compte, qui est quand même celui qui est le plus souvent interpellé, il faut quand même reconnaître qu'on est plutôt saisi par les petites entreprises contre le grand compte. Et finalement, les grands comptes, à l'issue d'une médiation, apprécient que nos médiateurs n'aient pas été l'avocat, mais aient été au juste milieu et protégé qu'il se trouve un accord entre les 2 parties. Merci beaucoup, Françoise Audelan. Clémentine Parat, vous vouliez réagir aux propos justement de la représentante de la médiation des entreprises. Oui, tout à fait. Je voudrais aller dans la continuité des bonnes pratiques que Françoise a commencé tout à l'heure, en disant que, effectivement, nous, on a fait une grosse opération en 2015 pour que 1000 de nos JD deviennent signataires de cette charte. Signer la charte, c'est vrai que ça ne suffit pas du tout. Et même au-delà de saisir la médiation en cas de problème, en amont, on peut se servir de cette charte intelligemment. Par exemple, en la mettant, c'est tout bête, mais en signature de mail, pour justement faire savoir à ses clients, partenaires, fournisseurs qu'on est membre de cette communauté. Et justement, ça peut permettre de faire un peu peur, comme le disait Françoise tout à l'heure. On peut le mettre aussi dans ses appels d'offres, donc faire savoir qu'on est engagé, légitime dans cette démarche. Et puis, parce que c'est vrai que on a eu 1000 signataires de cette charte, 1000 JD qui ont signé, et puis ces JD, par la suite, ils n'ont pas forcément tous saisi l'opportunité de rejoindre cette communauté de la médiation des entreprises. Donc, cette communauté, elle se retrouve très régulièrement à Bercy. Donc, le CJD est toujours représenté, le Lab Pareto aussi. Et puis, c'est un grand réseau où, effectivement, les JD, les dirigeants de TPE-PME qui ont signé la charte, peuvent se retrouver avec des acheteurs de grands groupes, des directions achats de grands groupes. Et en fait,
apprendre à travailler avec eux. C'est à force d'être plongé dans ce réseau, dans cette population, avec ces mots qu'ils utilisent, c'est un autre langage que le nôtre, que dans la réponse à un appel d'offres, dans un rendez-vous client où on présente sa structure, eh ben, on le fait de manière plus juste, plus intelligente. On apprend, en fait. Donc, moi, je dirais que la bonne pratique à retenir pour anticiper des bonnes relations et puis des succès commerciaux aussi avec les grands groupes, c'est de se fondre dans ces réseaux-là, que ce soit celui du Lab Pareto, où j'en serais tout à fait ravie, mais il y en a plein d'autres et la médiation est, à mon avis, le socle, la base pour apprendre à travailler avec l'autre partie. Merci. Clémentine Parat. Jean-Christophe Loyer, sur cette question-là, j'ai envie de vous renvoyer un peu le témoignage de Clémentine. Est-ce que quand on est du côté du grand compte, est-ce qu'on y trouve aussi un intérêt? Est-ce que signer des chartes, des labels, est-ce qu'on a un intérêt commercial, économique, en termes de rentabilité? Est-ce que c'est intéressant de faire cette démarche? Alors, signer des chartes, des labels, oui, ça a toujours un intérêt et ça peut être, je dirais, valorisé d'un point de vue économique. Mais si on en reste là, hein, et si, comme on dit, c'est plutôt quelque chose comme du moral washing, etc., faire bien, c'est rapidement inutile. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, au-delà de signer des chartes, il faut aussi le montrer dans les actes, dans les actions, dans les initiatives que l'on prend. Par exemple, on a beaucoup parlé des délais de paiement, des règlements, mais il y a aussi une chose qu'il faut voir dans cette crise, hein, et puis plus généralement, c'est que j'espère qu'on va sortir de cette crise. Pour sortir de cette crise, il faut retrouver des acteurs économiques. Il ne faut pas qu'ils aient disparu pendant la crise. Donc, il faut trouver aussi les moyens, bien entendu, de payer leurs factures. C'est le minimum que l'on doit faire. Et d'ailleurs, c'est obligatoire. Mais il faut aussi peut-être trouver des moyens de les maintenir en vie pendant cette période difficile. Les exemples que je prends, c'est que chez Covéa, on a pris un certain nombre d'initiatives par rapport donc, à des structures qui sont PME ou TPE, qui sont nos fournisseurs de type garagistes, avocats, etc. On a mis des accords pour anticiper certains paiements, mettre en place des tarifs bonifiés sur tel type de réparation. Par exemple, payer en horaire de week-end alors que ça n'existe pas d'un week-end, payer en horaire physique, en présentiel alors qu'on le s'est fait en télétravail. Par exemple, avec l'amicale des avocats, on trouve un accord pour payer en partie tout de suite aux assignations et puis le solde immédiatement dès que le jugement est rendu. Donc, pour anticiper ça, pour soutenir finalement l'ensemble de nos partenaires clients fournisseurs. Donc, les labels, oui, etc. C'est normal, c'est l'affichage et ça se fait. Et puis après, il y a les actions qui sont derrière et que cet engagement moral, sociétal soit réel. Merci beaucoup, Jean-Christophe Loyer. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a Françoise Audelan qui me fait des grands signes parce qu'elle dit « je veux intervenir, je veux intervenir ». Alors, Françoise Audelan, vous avez la parole. Oui, c'est juste une précision. Je parlais du parcours de la charte au label et puis d'un plan de transformation des pratiques. Alors, pour répondre en fait à l'intervention précédente, effectivement, on signe la charte. Donc là, voilà, j'adhère à des principes. Et d'ailleurs, nous ne demandons pas à quelqu'un qui veut signer la charte un dossier, il ne doit pas montrer patte blanche. Donc, même si c'est un pirate de la pire espèce, il est fort bien accueilli à signer la charte, puisque donc, sans doute, il va se soigner. En revanche, on ne signe pas le label. On doit l'obtenir. Alors là, je vous garantis, il n'y a aucune chance que ce soit du greenwashing ou du moral washing. Il faut préparer son dossier avec des preuves tangibles, accueillir un évaluateur externe qui va faire un rapport. Ça va s'accompagner d'un plan d'action et d'un courrier du dirigeant. Ça va venir sur la table d'un comité d'attribution du label où il y a 2 collèges, un collège formé par la médiation des entreprises avec donc des personnalités qualifiées qui représentent plutôt le monde des petites entreprises, et puis un collège
formé par le Conseil national des achats avec les représentants des directions achats et des grands comptes. Il y a une règle de quorum, il y a une règle de décision à la majorité des 3/4, et je vous garantis que c'est un parcours de santé musclé pour obtenir le label. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait la preuve de la maturité de ses pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça veut dire qu'au moins il a démontré une volonté et un certain niveau déjà d'application sur le terrain. Bon, et puis ça veut dire, comme Clémentine y faisait allusion tout à l'heure, qu'il s'est activement engagé dans la communauté, donc on a plusieurs points de contact et qu'on peut rappeler au cas où il nous serait remonté une situation un peu délicate, etc. On peut lui faire le crédit qu'il va vouloir arranger les choses. Merci beaucoup, Françoise Audelan, pour ces précisions. Donc, si je suis pirate, j'ai bien compris, je peux signer la charte. Par contre, pour avoir le label, ça va être plus compliqué. Il va falloir que j'en finisse avec mes actes de piraterie. On arrive dans les 5 dernières minutes de cette conférence digitale. Jean-Christophe Loyer, vous avez parlé de l'après-confinement, la nécessité aussi de préparer la suite. Sophie Deschlet-Roy, je voudrais vous poser une question. Là, on a parfois eu des problèmes avec ces contrats qui n'étaient pas très bien remplis. On s'est posé des questions et on a fait comme on a pu pendant la crise. On négocie, on dialogue, on cherche des arrangements. Qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois apprendre de cette crise, et demain, qu'est-ce que je dois changer dans mes contrats, dans la façon dont je les rédige, dans la façon dont je les signe, pour que on apprenne quelque chose de cette crise du Covid-19. Alors, au-delà de ce qui a été dit, sur lequel je ne reviendrai pas, il y a un point qui est effectivement très intéressant que Françoise rappelait et Clémentine aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est une PME qu'on ne fait pas de contrat et qu'on ne doit pas s'imposer. Et rédiger des contrats, avoir des conditions générales de vente qui sont appropriées et qui s'appliquent à son activité, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose qu'on va aller voir quand il y a une difficulté. Alors là, on est dans un cadre un peu particulier parce que la pandémie fait que quelque part, on est obligé de sortir du cadre et d'aller dialoguer, mais dès qu'on a un problème, la première chose qu'on va voir, c'est le contrat signé. Et il y a trop de PME qui n'ont pas de contrat ou qui disent finalement, pourquoi en avoir, pourquoi avoir des conditions générales ? Non, c'est important. C'est important parce que ça permet quelque part aussi de se légitimer vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Et ce n'est pas parce qu'on est une PME qu'on ne peut pas travailler avec des grands groupes. La preuve de la Pareto et tout ce qu'on peut faire avec eux. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis que ce soit vraiment adapté. C'est-à-dire qu'un contrat, il faut que ce soit quelque chose d'équilibré. L'idée, ce n'est pas d'imposer des conditions qui sont complètement exorbitantes à son partenaire parce qu'on va le rédiger. Nous, quand on rédige un contrat pour notre client, on fait en sorte que ce soit équilibré. Pourquoi ? Parce que si on impose au partenaire commercial des choses qui ne sont pas tenables, on est sûr que par définition, le contrat va être mal exécuté. Donc l'idée, c'est de savoir ce à quoi je peux m'engager moi en tant que partenaire commercial, qu'est-ce que je peux demander à mon fournisseur et quelles sont les responsabilités partagées. Et ça, c'est extrêmement important, la notion d'équilibre. Il y a eu une réforme il y a 2 ans du Code civil qui a vraiment instauré la négociation et la bonne foi dans les relations commerciales. Et je crois que s'il y a quelque part un enseignement à tirer un peu de cette crise aussi, c'est négocier, c'est dialoguer, c'est la bonne foi et c'est cet équilibre dans les relations commerciales qui me paraît extrêmement important. Donc, je n'ai aucun intérêt en tant que signataire d'un contrat à faire signer un contrat qui m'est hyper favorable et qui va mettre mon interlocuteur dans une position difficile. Je dois m'inquiéter de savoir ce qu'il signe lui aussi. Mais oui, complètement, parce que si on fait, alors ça existe, on va pas se mentir, il y a des contrats d'adhésion qui sont imposés comme ça aux parties à des fournisseurs, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est un petit peu l'assurance que ce contrat sera mal exécuté et que quelque part ça entraînera aussi des difficultés et puis aussi des difficultés d'exécution qui feront qu'on ira forcément à un problème après d'exécution du contrat. Donc, vraiment, cette notion d'équilibre,
elle est patente aujourd'hui et on le voit dans les dialogues qui ont lieu. Il faut qu'elle soit mise en œuvre. Merci beaucoup pour ces paroles très sages, Sophie Deschlet-Troy. On arrive à la fin, il est 9h29, on arrive à la fin de cette conférence digitale. Clémentine Parat, vous allez avoir le mot de la fin, le petit mot de conclusion. Vous vouliez réagir, donc on va finir cette conférence avec vous. Oui, merci de me laisser ce petit mot. Je voulais juste dire la direction qu'on va prendre au Lab Pareto dans les semaines, mois à venir. On travaille depuis longtemps sur le fait d'améliorer les relations entre les grands groupes et les PME. Et là, je crois que la crise nous pousse à accélérer et à s'engager encore plus fort sur le message qu'on veut passer. Et donc, j'ai très peu de temps, donc je voudrais simplement dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accentuer la légitimité des dirigeants de TPE-PME à s'imposer dans leurs relations avec les grands groupes. Et puis qu'on va essayer d'identifier ce que les grands groupes peuvent faire pour accompagner les TPE-PME. Il en va de la survie en fait, du tissu de TPE-PME aujourd'hui, que les grands groupes post-crise continuent à nous soutenir et pas uniquement en payant les factures, mais en nous faisant des commandes. Donc, ça va passer par la démassification de leurs achats. Aujourd'hui, très rapidement, dans un grand groupe, si on a un peu de chance, une cellule d'achat responsable. Il s'agit aujourd'hui qu'il n'y ait pas de cellule d'achat responsable, mais que le grand groupe dans son entièreté soit en faveur des achats responsables. Et responsable, ça veut dire quoi? C'est un indicateur, et je finirai par ça, c'est la solidité économique du territoire. On doit, à chaque fois qu'on fait un achat, qu'on soit Madame Michu qui va acheter son livre à la librairie plutôt que dans un grand groupe en ligne, quand on fait un achat dans un grand groupe, est-ce qu'on maintient l'emploi ou est-ce qu'on le détruit? Si on le détruit, on achète ailleurs en fait, on fait autrement et on protège son territoire. C'est la seule manière pour les TPE-PME et donc pour la société qu'on se sorte de cette crise. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Clémentine. Alors il y a Jean-Christophe qui voulait avoir un deuxième mot de la fin, qui voulait nous citer le président de Covea très rapidement. Merci Jean-Christophe. Voilà, je voudrais juste citer les derniers mots d'un message que le président de Covea a envoyé hier dans son communiqué de presse et qui termine comme ça. Ensemble, nous devons construire un futur où la solidarité responsable sera plus que jamais nécessaire. Et je pense qu'elle fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, Clémentine. Alors, ce sera donc le mot de la fin par le président de Covea, par l'intermédiaire des communiqués de presse. Je voudrais vous remercier très chaleureusement Clémentine Parat, Françoise Audelan, Jean-Christophe Loyer et Sophie Deschlet-Troy pour ces échanges qui ont été très riches. Merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous rappelle qu'il y a un replay de ce débat, donc vous pouvez le partager à d'autres dirigeants, à des proches, à tous ceux que ça peut intéresser. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi continuer à liker et à mettre des commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, jeudi, 8h30. C'est l'habitude qu'on a prise maintenant avec le CJD. Donc, merci à vous pour le temps que vous avez consacré à écouter cette émission. Et puis, évidemment, vous prenez soin de vous et restez chez vous d'ici là. Merci beaucoup.